Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un calcul de structure en bois avec des poutres cintrées et on va voir la partie aussi modélisation et vérification du coup selon l'Eurocode 5 pour cette partie-là. Donc je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur tout au long de ce webinaire. Il y a également Monsieur Cosmacia qui sera présent en tant que modérateur et qui pourra répondre à vos questions. Donc pour les questions, vous pouvez passer via l'interface de GoToWebinar. Vous retrouvez les différentes fonctions là affichées à l'écran pour si vous voulez agrandir un peu, augmenter la zone de visibilité, vous pouvez réduire cette fenêtre-là. Et également, vous pouvez dans la zone de questions venir poser toutes vos questions euh, directement dans cette zone dédiée. Tout d'abord, dans ce webinaire, on va commencer par vous présenter un peu les outils et les modules dédiés au calcul des structures en bois. Ensuite, on passera sur la modélisation d'une structure bois avec poutre cintrée et une structure avec des arcs en lamelé collé. Et ensuite, on regardera la partie calcul et vérification selon l'Eurocode 5 avec le module RF Timber Pro. Donc tout d'abord, au niveau des différents outils de modélisation pour de la modélisation 2D et 3D qui sont proposés chez Delubal Software. Donc on va avoir deux outils de calcul 2D et 3D. Ce seront les logiciels RFEM, RFEM 5 et RSTAB 8. Donc là, ce qu'on peut voir par rapport aux deux exemples ici, là, c'est donc deux exemples de projets clients qui ont été réalisés avec ces outils. Tout d'abord, au niveau de RSTAB, donc à droite, sur RSTAB 8, ça va être un logiciel de calcul pour tout ce qui est éléments filaires. Donc c'est un outil multimatériaux. Donc ce qu'on peut voir ici, on a du bois, du béton, quelques parties en acier. Et donc c'est un outil pour du calcul uniquement d'éléments filaires, donc d'éléments de type bar. Ensuite, au niveau de RFEM, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un mélange de matériaux, donc c'est aussi un outil multimatériaux, et également un mélange de types d'éléments. Donc là, on a des éléments surfaciques et des éléments bar. Donc RFEM, c'est un logiciel de calcul par élément fini qui va nous permettre de travailler effectivement avec des éléments filaires, donc des barres, des éléments surfaciques, donc que ce soit des surfaces planes ou des éléments de type coque, et puis également des éléments de type solide. Donc là-dessus, ce sera les deux types d'outils qu'on aura euh, par rapport, euh, par rapport à de la modélisation 2D et 3D. Donc après ces outils-là, il y a aussi des interopérabilités. Donc on peut utiliser des modèles RSTAB dans RFEM et aussi on aura aussi des possibilités d'échange avec d'autres solutions pour des outils de CAO, de dessin, qui seront également possibles. Donc là-dessus, on va retrouver différents comme Dietrich, CADWorks, SEMA sur la partie bois. On aura également des échanges avec Revit et puis aussi avec Tekla et bien d'autres. Ensuite, que ça soit sur RFEM ou RSTAB, on va retrouver ensuite différents modules. Donc là, moi, je vais vous présenter les modules dédiés à la partie bois. Donc ces modules-là vont vous permettre de faire les vérifications spécifiques pour les parties bois, pour les parties acier ou béton. Sur la partie bois, au niveau de la partie vérification, pour tout ce qui est poutre, on aura le module RF Timber Pro qui va permettre justement de faire tout ce qui est vérification sur les poutres en bois, selon Eurocode 5, également selon les normes SIA, 265 pour la Suisse. Il va permettre d'effectuer les vérifications ELU et ELS. Et on va également pouvoir effectuer des vérifications de résistance au feu. Ce module, il existe aussi une variante, quatre autres variantes qui permettent de justifier selon d'autres codes
de calcul, d'autres réglementations, donc que ça soit pour la réglementation américaine, canadienne, brésilienne ou sud-africaine. Donc là, nous aujourd'hui, parmi les modules qu'on va regarder, ce sera le module RF Timber Pro qu'on va regarder dans ce webinaire. Et là, vous retrouvez également un autre exemple de projet client. Donc là également réalisé avec Airframe, avec de la structure bois, mais également d'autres éléments de modéliser dessus, comme des voiles béton. Sur la partie donc là plutôt dédiée à Airframe, donc ici pour tout ce qui est éléments surfaciques, notamment quand on va vouloir travailler sur des panneaux de type par exemple CLT, ici on va pouvoir aussi travailler avec le module RF Laminate pour la vérification de tout ce qui est surface type laminé. Donc là, ici, on pourra effectuer des vérifications Eurocode 5, également des vérifications selon les réglementations américaines et canadiennes. Dans ce module-là, on va pouvoir venir définir ses propres compositions de panneaux. Et également, on a aussi une bibliothèque de fournisseurs. Donc là, on pourra aller chercher les références des panneaux CLT ou également des panneaux LVL selon les fabricants donc, qui sont référencés dans la bibliothèque de fournisseurs. Donc là-dessus, quelques autres exemples réalisés sur Airframe de projets et on a utilisé où le module RF Laminate a été utilisé. Donc ici la structure en CLT avec 2 noyaux béton du Palazzo Meridia à Nice et également l'immeuble du Hautbois ici à Grenoble. Donc 2 projets avec des panneaux CLT. Ensuite, on va également avoir des modules dédiés à la partie assemblage. Pour la partie assemblage bois, donc là, ces modules-là sont disponibles avec Airframe et Airstab. Donc là-dessus, on aura un premier module qui est le module RF Joints Timber Steel to Timber, donc pour tout ce qui est assemblage indirect donc par plaque métallique, que ce soit des plaques métalliques en âme ou plaques métalliques latérales. Donc là, on va effectuer des justifications de ces assemblages, de ces types d'assemblages-là, selon l'Eurocode 5 et également les normes américaines. On va également avoir un autre module pour tout ce qui est assemblage, ce sera le module RF Joints Timber, donc là la partie Timber to Timber, qui permet de faire des assemblages directs par vis lardée. Donc là, ce sera uniquement selon l'Eurocode 5. Donc là, c'est pareil, que ce soit dans le premier module d'assemblage ou le second, on peut venir configurer l'assemblage comme on le souhaite, repositionner les broches, les boulons ou les vis ou les pointes pour les assemblages, régler les plaques, le nombre de plaques, et puis pour le deuxième module, pour la partie assemblage direct par vis lardée, on peut aussi venir régler le positionnement des vis. Et on aura également un troisième module pour tout ce qui est assemblage. Donc ce sera le module RF Limit qui permet d'effectuer là des vérifications des valeurs limites pour différents types de connecteurs. Donc là on va retrouver une bibliothèque avec différentes références de connecteurs, notamment des connecteurs Shiga, Sherpa, Wurtz, Simpson, Knapp, Pitzel, et là-dessus donc on pourra venir sélectionner par exemple un pied de poteau d'une référence ou bien des queues d'aronde, des sabots, des étriers pour pouvoir contrôler si à tel endroit ces éléments-là peuvent servir et conviennent bien pour le projet. Donc ça, ce sera sur la partie assemblage, ces 3 modules. Et enfin, on aura un autre outil, c'est un programme autonome donc qui fonctionne de façon indépendante de Airframe et Airstab. Donc ce sera la famille d'outils RX Timber. Donc ici, on aura plusieurs outils. Le premier ici, c'est RX Timber Glue Laminated Beam pour tout ce qui est calcul de poutres en bois lamelées collées. On va retrouver différentes références de poutres lamelées collées et on pourra venir régler les dimensions des poutres pour les justifier, pour les vérifier.
On aura également un autre outil pour donc Continuous Beam pour tout ce qui est calcul de poutres simples et de poutres continues, donc avec plusieurs appuis qui seront possibles. RX Timber Column pour tout ce qui est calcul de poteaux. Donc là, on pourra justifier et calculer des poteaux à section carrée, rectangulaire ou circulaire. RX Timber Purlin pour tout ce qui est calcul de panne. RX Timber Frame pour tout ce qui est calcul de portique en bois lamelé collé. Brest pour tout ce qui est calcul de contreventement en treillis. Et puis le dernier, ce sera RX Timber Roof pour tout ce qui est là dédié au calcul de ferme de type chevron porteur. Donc là, ce sera 7 outils de calcul indépendants les uns des autres. Et dans ces 7 outils-là, dès que vous avez des références, par exemple, si je prends le premier pour les poutres lamelées collées ou pour les pannes, donc pour chaque module, vous avez aussi accès à des outils de générateurs de charge climatique, neige et vent, qui permettent de charger les éléments en fonction de leur position dans la structure. Et donc bien sûr, les vérifications Eurocode 5 sont effectuées dessus, le OSEALU, ELS, et également des vérifications de résistance au feu. Donc voilà pour cette première partie sur la présentation des différents outils dédiés à la partie bois. Et donc là, à présent, on va pouvoir passer sur la partie modélisation et puis après présentation des modules RF Timber Pro. Donc là, on va partir sur cette modélisation-là d'une structure avec des poutres lamelées collées en arc ici. Donc là, je vais juste passer sur RFM. Hop, voilà. Donc au niveau de RFM, donc là c'est la fenêtre que vous avez quand vous commencez un modèle. Donc ici, moi j'ai juste rouvert la fenêtre, donc j'ai déjà mon titre d'indiqué. Ici j'ai une information par rapport au nom de projet non identifié. Ici c'est la zone où vous pouvez accéder donc avec le gestionnaire de projet et définir l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder votre modèle. Donc là, vous avez votre gestionnaire de projet où vous retrouvez les miniatures des modèles que vous avez réalisés ici. Donc là, si je passe hop, ici, vous retrouvez les miniatures des modèles. Vous retrouvez les informations sur le type de modèle réalisé, sur la composition des modèles en nœuds, lignes, surface, en charge, en combinaison, si les résultats sont présents, si vous avez un rapport de calcul, les dimensions. Vous retrouvez également l'historique et le temps passé sur le modèle. Donc ça, vous pouvez utiliser le gestionnaire de projet pour gérer vos projets et les sauvegarder. Et là, c'est marqué non identifié puisque c'est un modèle que j'ai directement sur mon bureau qui n'est pas sauvegardé dans le gestionnaire. Et ensuite, ici, on va pouvoir sélectionner le type de modèle. Donc, soit on peut travailler sur des modèles 3D ou des modèles 2D. On pourra choisir le plan de travail et en fonction du plan de travail, également les degrés de liberté. Donc là, je suis sur un modèle 3D. Ici, ensuite, on vient choisir l'orientation de l'axe global Z. Donc là, mon axe global Z est orienté vers le haut. Et mes axes locaux, au niveau de l'axe local Z, ici, lui est orienté vers le bas. Parce que derrière, la plupart des modules RFEM sont configurés avec des vérifications avec un axe local Z vers le bas. Et ensuite, ici, je vais pouvoir venir sélectionner donc la norme qui m'intéresse. Donc ici, on retrouve l'Eurocode 0. Et moi, j'ai sélectionné directement l'Eurocode 0 plus Eurocode 5, ce qui permet ici d'intégrer directement les combinaisons spécifiques à l'Eurocode 5. J'ai sélectionné l'annexe nationale de la France. Si je veux avoir ici des informations sur ce qui est contenu dans l'annexe, je peux venir directement sur modifier les paramètres pour voir. Donc là, je retrouve des informations par rapport aux facteurs partiels, aux coefficients de combinaison, et également ici, notamment pour la partie bois, on va pouvoir sélectionner ici
La classe de service, donc là ici je me suis mis en classe de service 1. Donc là en fonction de la classe de service que je sélectionne, je vais avoir la valeur du CADEF qui va changer. Donc là je suis avec une classe de service 1 et un CADEF de 0,60. Ok, ok, je peux valider. Et si au passage je reviens dessus, ici j'ai activé aussi les combinaisons automatiques. Donc là derrière, on peut demander des combinaisons qui seront générées de façon automatique, ou on peut aussi créer ses propres combinaisons. Ok. Donc là, ici, on est sur l'interface RFEM avec les barres d'outils, l'interface graphique, navigateur de projet et puis les tableaux. Tout d'abord, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais venir modifier les réglages sur ma grille de travail ici, du plan de travail. Donc ici, je vais venir aller sur les plans de travail, grille de saisie. Et là, j'étais déjà en dynamique, donc là, je le laisse en dynamique. Comme ça, le plan de travail ici va évoluer en fonction de la taille du modèle. Il va s'ajuster en fonction de ce que je modélise. Et je vais également venir créer des lignes directrices. Alors juste avant, je vais repositionner le plan de travail dans le plan XZ, ici. Et je vais rajouter des lignes directrices. Ok. Donc là, je vais rajouter une première ligne directrice, donc parallèle à X et qui sera à 5 mètres selon Z. J'applique. J'en crée une nouvelle là parallèle à Z qui sera située à 10 mètres. J'applique. Et une troisième parallèle à Z qui sera située à 20 mètres. Et j'applique. OK. Donc là, vous les voyez pas, c'est juste parce que j'ai cette fonction qui est le bouton ici qui était désactivé. Mais là, on peut voir les trois lignes directrices en pointillés qui sont présentes. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir tracer mon arc ici. Et donc pour ça, donc je vais créer une nouvelle barre. Je reste sur une barre de type poutre. Je crée une nouvelle section rectangulaire. Et donc là, je vais rentrer une section donc de 140 par 440. Et ici, je vais aller chercher un matériau. Donc j'ai pas déjà de matériau prédéfini dans mon modèle. Donc là, je vais aller chercher un matériau dans la bibliothèque. Donc là, j'ai la bibliothèque de matériaux. On retrouve les différents types de matériaux, béton, métal, bois, maçonnerie, verre. Donc là, je pars sur la partie bois. Et là, je peux aller chercher un bois lamelé collé. Et je vais aller chercher les références NF. Et puis là, je vais prendre un GL28C. Ici, on retrouve les différentes catégories référencées. Et puis, on retrouve aussi, juste en dessous, un tableau avec les données, les propriétés mécaniques des matériaux qui sont référencés. Donc, en fonction du matériau qu'on sélectionne, on a les propriétés qui se mettent à jour. OK. Et OK. Donc là, j'ai ma section qui est créée. Là, j'ai aussi le nom de la section. Donc, si jamais je veux la changer ou la corriger, je peux aussi directement venir modifier ici. Et ça ajuste automatiquement le réglage de la section. Ici. Elle sera pas articulée aux appuis ici, vu qu'on va définir des appuis directement. Donc là, je vais directement la tracer. Donc là, je pars du point 0, hop. Et juste avant, je vais sélectionner une ligne de type arc à l'aide de 3 nœuds. Hop. Et je vais la tracer de là à là à là. Donc là, j'ai ma poutre de tracé. Là, en passage, je peux voir aussi, j'ai laissé activer l'affichage des axes locaux pour les barres. Donc là, j'ai bien l'axe local Z orienté vers le bas. Là, je peux le désactiver ici. Donc là, maintenant que j'ai tracé mon arc, je vais demander donc à créer des nœuds intermédiaires sur cet arc. Donc là-dessus, je vais venir sélectionner l'élément. Je vais venir faire un clic droit dessus directement. Et là, je vais demander à créer des nœuds
directement sur la ligne. Donc, je pourrais faire diviser la barre avec n nœuds intermédiaires. Ici, si je fais cette fonction-là sur une poutre courbe, ça va automatiquement la tronçonner. Là, moi, je souhaite garder une poutre courbe avec des nœuds intermédiaires, mais que ça reste un seul élément. Donc là, je vais juste créer des nœuds sur la ligne. Et je vais créer du coup là 5 nœuds sur la ligne. Ok, je peux passer en affichage solide transparent ou directement transparent. Et là, on peut voir que j'ai des nœuds intermédiaires qui sont rajoutés ici. Donc maintenant que j'ai ces nœuds-là qui se sont créés, je vais pouvoir les utiliser pour construire ma structure en faisant une copie de l'arc en sélectionnant également les nœuds. Donc là, je vais venir sélectionner directement les éléments. Ici, je sélectionne l'arc et les 5 nœuds que j'ai rajoutés ici. Et je vais faire une copie. Donc là, plus précisément, on va faire 5 copies à une distance sur l'axe Y avec un vecteur de translation donc de 5 mètres sur l'axe Y. Et je vais aller dans les paramètres ici pour pouvoir venir activer la création de lignes entre les nœuds copiés et la création de barres donc, entre ces nœuds et assignées aux lignes. Donc là, je vais créer une nouvelle barre. Ici, au niveau de ces barres-là, donc qui vont faire la liaison entre les arcs, on va partir sur des barres de type treillis, donc qui seront automatiquement articulées aux extrémités. Et on va créer une nouvelle section, donc qui sera de 120 par 120. Je vais laisser les mêmes propriétés de matériaux, pour l'exemple. Ok, ok. Et ensuite, on va pouvoir valider la fenêtre. Ok. Là, on voit que j'ai bien créé des copies. C'est des arcs qui sont en un seul élément, sur lesquels voilà, j'ai des poutres qui viennent se connecter dessus. Après, si vous avez des tronçons, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres méthodes aussi il y a possibilité de travailler avec des tronçons, des barres en tronçons. Je vais repositionner le plan de travail à l'horizontale et puis je vais masquer les lignes directrices que j'ai tracées tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je vais venir ajouter, pourquoi pas là, des éléments de contreventement ici. Donc je vais créer une nouvelle barre, une nouvelle section avec un nouveau matériau. Donc là, ça va être des barres de type traction, donc qui vont avec une non-linéarité, donc qui vont être en échec en cas de compression, et elles seront actives uniquement dans le cas où il y a un effort de traction qui s'exerce sur elles. Et ici, on va créer une nouvelle section, cette fois-ci une section circulaire RD16 et puis donc de diamètre 16. Et puis ici, je vais aller chercher un nouveau matériau, hop, qui sera la partie acier. Je prends le premier, S235, au niveau des propriétés. Ok, ok, je valide. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir tracer mes éléments de tri pour le contreventement. Donc là, au passage, on voit que RFEM détecte automatiquement les nœuds sur lesquels on peut venir se connecter. Ok, donc là j'en fais que la moitié, et puis pour le reste, on va venir, hop, je vais juste les sélectionner, et puis faire une copie par un miroir ici, par symétrie. Je crée une copie, le centre pour le nœud de référence pour le plan de symétrie, ce sera ici. Et c'est bien par rapport au plan YZ. Ok. Ok. Je vérifie juste ici dans les options pour venir désactiver donc les options de génération de lignes et de barres entre nœuds copiés.
Alors là, non, je n'avais pas sélectionné de nœuds, donc il n'y aurait pas eu, ça aurait pas eu d'impact. Je valide. Et donc là, j'ai pu directement copier par symétrie donc les éléments de contreventement. Et enfin, pour finir sur la partie modélisation des éléments barres, on va venir rajouter ici des poteaux en pignon. Donc pour ça, je vais tracer ici directement une ligne entre les deux nœuds ici d'appui de l'arc. Cette ligne-là, je vais la diviser. Je vais créer 3 nœuds dessus. Et je vais juste placer les nœuds sans la diviser, sans diviser la ligne. Donc là, j'ai 3 nœuds avec à distance égale. Je supprime la ligne. Et puis ici, je vais sélectionner les nœuds pour faire une copie. Donc cette fois-ci, je vais faire une copie à 1 mètre dans la direction Z. Donc juste une copie. Et là, je vais créer une nouvelle section. Et cette fois-ci, donc une poutre standard. Et je vais créer donc une poutre avec pour dimension en largeur 100 mm et 200 en hauteur, toujours du GL28C, ok, ok. Et ici, là je vais faire la tournée à 90 parce que quand je vais la générer, je sais déjà que là elle va être tournée. Et je vais définir en fin de barre, donc pour la partie qui sera connectée à l'arc ici, je vais définir une articulation. Et donc là, au niveau de cette articulation, je vais considérer que l'arc pourra se déplacer à la verticale par rapport au poteau. Donc là, je vais juste libérer UX par rapport à l'axe local de la barre que je vais créer. Et je garde la rotation autour de phi Y et phi Z de libre. Si je souhaite après définir une non-linéarité, donc là je libère totalement, mais après ça pourrait être juste une libération pour un jeu de connexion. Donc après ici on pourrait très bien définir des non-linéarités, soit avec une définition de diagramme pour définir des jeux ou d'activités partielles, ou bien après on pourrait mettre également des cas avec des échecs en fonction de l'effort qu'il y aura à cette extrémité-là. Donc là, on aura différentes définitions de non-linéarité qui sont possibles, que ce soit pour les degrés de liberté en translation ou en rotation. OK, OK et OK. Donc là, je valide la fenêtre pour copier les nœuds. Et donc là, j'ai créé mes poteaux ici. Donc là, je vais juste venir connecter celui-ci à l'arc. Et ceux-là, je ne sais pas exactement où ils vont venir se connecter. J'ai pas les nœuds de référence, donc je vais venir les sélectionner. Je vais faire un clic droit dessus et je vais demander à prolonger les barres ici. Donc là, j'ai l'orientation des barres qui s'affiche avec des flèches. Et je vais demander à prolonger donc la barre et à la barre suivante. Donc là, pour que ça vienne se connecter directement à ce niveau-là. Je garde l'option ici désactivée pour pas tronçonner mon arc. Et je peux prolonger aux deux extrémités et il va savoir que de toute façon il n'y a qu'une seule extrémité à prolonger. Donc je valide. Et donc là j'ai créé mes 3 poteaux. Là je peux venir les sélectionner avec un lasso et puis je peux venir faire une copie par translation directement en les sélectionnant et en maintenant la touche contrôle ici. Et enfin, pour finir, on va juste définir les appuis de la structure. Donc là, je sélectionne un lasso juste pour sélectionner les nœuds d'appui et je vais définir un appui articulé de ce type-là, simple, directement. Après, ici, au niveau des arcs, on pourrait très bien imaginer qu'au niveau des appuis, des nœuds, ici, on soit avec, on définisse des appuis qui seraient inclinés. Donc là, on pourrait très bien définir des appuis avec un système d'axes défini par l'utilisateur. Et donc là, imposer une inclinaison, une rotation de l'appui, ou bien une définition à partir d'autres éléments, des nœuds de référence ou des barres ou des lignes. Donc là ici, moi je reste là-dessus, mais on pourrait très bien, pour ici,
mettre des appuis inclinés. Par exemple, pour reprendre directement la poussée de l'arc sur l'appui. Et donc maintenant on a fini la partie modélisation. Donc là on va pouvoir passer sur la définition des charges. Donc là-dessus, hop, je vais créer les nouveaux cas de charge. Donc je vais avoir ici plusieurs cas de charge. Donc un premier cas de charge qui sera le poids propre. Donc après on verra ce qu'on va définir comme charge. Je vais déjà définir tous les cas de charge que je vais avoir dans cet exemple-là. Ensuite, un autre cas de charge qui sera un cas de charge de neige. Donc, ok. Donc là pour ce type de structure-là, on va voir qu'il y a différents types de neige. Et donc là je vais faire un premier cas de charge qui sera la neige symétrique. Je vais faire un nouveau cas de charge qui sera toujours un cas de charge de neige, mais cette fois-ci dissymétrique. Un cas de charge de vent. Donc là, un premier cas de charge de vent qui sera perpendiculaire au long pan, donc là, dans la direction plus X. Un autre cas de charge de vent qui sera perpendiculaire à ce pignon. Donc là, ici, qui attaque dans ce sens-là. Donc là, on sera en moins Y. Alors là, je vais juste changer, c'était plus X. Hop, et nouveau cas de vent, ce sera moins Y. Et ici, je vais également prendre en compte une imperfection au niveau du modèle. Et donc là, je vais définir aussi un cas d'imperfection. Donc là, ce sera une imperfection selon moins Y. Donc là, je vais prendre une imperfection par rapport à une inclinaison ici des arcs. Ok. 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 Donc tout d'abord, je vais définir ici la charge de poids propre. Ici. La charge de poids propre. Donc je viens sélectionner toutes les barres directement, donc des arcs. Et je viens définir une charge, donc une charge linéique sur les barres. Et donc là, je vais définir une charge qui sera donc, dans le sens négatif par rapport à Z global, donc de moins 1,5 kN par mètre. Ok, ici. Et pour les deux arcs en pignon, je vais venir directement modifier la charge. Donc avec une valeur de moins 0,75 directement ici. Je vais ensuite définir les cas de charge de neige ici. Donc là, par rapport aux cas de charge de neige sur ce type de structure, donc ici, on va avoir donc dans l'Eurocode 1 sur la partie 1.3 pour les charges de neige sur les toitures cylindriques. Donc c'est si on se référencie à cette partie-là de la norme, c'est la partie 5.3.5. Donc là, on a deux cas de charge de neige qui sont possibles. Le premier cas, c'est un cas de charge de neige symétrique. Et le deuxième cas qui va dépendre de l'angle bêta, ce sera un cas de charge de neige dissymétrique. Alors là, l'angle bêta, ça va être l'angle qui est formé entre la tangente à la courbe de la toiture et à l'horizontale, à une ligne horizontale. Donc là, si le bêta est supérieur à 60 degrés, donc dans ce cas-là, on n'aura pas à prendre ce cas numéro 2 de charge. Dans le cas inverse, donc si on est inférieur ou égal à 60 degrés, on aura ce cas à prendre. Et ensuite, on a un critère sur le rapport de H
sur B, donc la hauteur de la zone courbe sur la largeur entre appuis de la courbe. Ok, donc là par la partie charge symétrique, donc là je me suis référencé à une zone de charge de neige, donc une zone A1. Donc là j'ai une charge de neige de 0,45 kN par mètre carré. Et donc là après quand on applique la formule au niveau du calcul, on va récupérer une charge de 1,8 kN par mètre à appliquer sur les arcs. Ok, je repasse sur RFEM. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais venir définir ma charge. Alors là, si je veux directement sélectionner les éléments, je peux venir aussi soit sélectionner directement hop, les sections et sélectionner mes sections, ça les sélectionne automatiquement. Ou sinon, je peux aussi venir isoler la vue et isoler la vue sur ces arcs. Je les sélectionne et je vais définir une nouvelle charge de barre pour la partie neige, charge de neige symétrique. Donc là, ici, on avait dit que c'est une charge de 1,8 kN. Donc c'est moins 1,8 kN par mètre. Ici, on est sur de la charge de neige, donc c'est projeté selon Z global. OK. Et OK. Donc là, j'ai ma charge de neige d'appliquer. Et on va juste venir corriger sur les pignons. Donc là, je vais avoir une valeur de 0,9. OK. Maintenant, je passe à la suite. Ici, pour le deuxième cas de charge de neige, donc ça va dépendre de la valeur de l'angle bêta. L'angle bêta ici, quand on le mesure, il fait 53 degrés. Il est donc on est inférieur à 60 degrés. Le rapport H sur B il vaut 0,25. Donc il est bien supérieur à 0,18. Donc au niveau des valeurs, on aura un U3 qui vaudra 2 au niveau du calcul. Donc on va venir appliquer le chargement de cette façon-là au niveau du modèle. Donc avec des chargements triangulaires sur les arcs. Donc avec une pointe ici à un pic à 4,5 kN par mètre, il a 2,25 kN par mètre. Donc là, je vais venir sélectionner les arcs également et je vais venir appliquer les charges sur les barres. Donc toujours en projeté, cette fois-ci on passe sur une charge variable. Donc là, je vais pouvoir juste avant préciser que je vais régler avec des distances relatives, donc en pourcentage. Et là, je vais pouvoir faire mon réglage. Donc on est à 0, ensuite on est à 25%. À 25%, on était à moins 4,5 kN. À 50%, on est de nouveau à 0. À 75, on est à moins 2,25. Et à 100, on est à 0. OK. OK. Et donc là, on a le chargement d'appliquer. Et je viens juste ensuite modifier mes charges sur les barres de pignon, sur les arcs de pignon. Hop. Donc là, je sélectionne les charges et je les modifie. Donc là, on sera du coup à moins 2,25 et à moins 1,125. OK, comme ceci. Et ensuite, on peut passer à la partie charge de vent. Donc là, sur la partie Eurocode, donc là, c'est la partie 1.4 pour le vent. Au niveau des toitures en voûte, donc on aura des informations pour le chargement dans le cas d'un vent perpendiculaire au long pan. Donc là, je me suis mis dans une zone 2 catégorie de terrain 3B à une altitude de 30 mètres, ce qui me donne une valeur ici de charge ici de 0,50 kN par mètre carré environ. À partir des données de l'Eurocode, donc on peut déterminer donc ici que l'arc il va être chargé avec 3 zones A, B, C, et on peut définir les coefficients à appliquer pour chaque zone en fonction donc
de ces courbes qui sont disponibles dans l'Eurocode. Donc là, après avoir positionné le rapport F sur D, on peut déterminer les valeurs pour utiliser pour le calcul des charges. Donc là, on va avoir une zone A avec un chargement de 1 kN par mètre avec une pression. Et on a la zone B et C qui seront en succion avec une valeur pour B de moins 2,40 kN par mètre et de moins 1 kN par mètre pour la zone C. Donc ici, comme on l'a fait précédemment, on vient sélectionner les arcs et puis là, je vais pouvoir venir appliquer une charge variable toujours. Cette fois-ci, on n'est plus en Z projeté, on sera en Z ici, Z local. Ok. Et donc là, je vais partir donc de 0 à 25%, on sera avec une charge de 1 kN ici. Ensuite, de 25 à 75%, on a une charge de moins 2,4. Et ensuite, de 75 à 100, on a une charge de moins 1 ici qui sera appliquée. Ok. Et même chose, je peux venir modifier les charges sur les arcs en pignon. Donc 0,5, 0,5, moins 1,2. Là, je peux faire F8, ça rappelle la fonction. Moins 0,5, hop, alors 0,5, moins 0,5. Ok, comme ceci. Et enfin, pour le vent, donc, qui viendra dans la direction Y. Donc au niveau de cette partie-là, au niveau des charges de vent dans l'Eurocode 1, partie donc 1.4, c'est un point qui n'est pas abordé au niveau de l'Eurocode. En revanche, il est possible de faire une approche avec donc de ce chargement qui sera comparable avec le chargement d'une toiture à deux versants. Donc ici, on a le petit schéma pour l'approche donc de la courbe et de la toiture à deux versants. Si on veut recalculer l'angle alpha, on peut le faire à partir de cette formule-là. Et donc, du coup, on va avoir un chargement qui va être comme celui-ci, avec les différentes zones de chargement appliquées comme ceci. Donc voilà. Donc là, par rapport à cette hypothèse de chargement, si vous voulez, vous avez la source ici de la référence par rapport aux études qui ont été faites par Blackmore et Tsokri pour les charges de vent sur des toitures courbes. Donc voilà pour cette partie. Alors du coup là au niveau du chargement, après je vais passer directement sur un modèle où j'aurai défini le chargement. Mais ici, du coup, on va avoir à décomposer le chargement. Alors après, soit vous le faites à partir de la charge de toiture à deux versants, à partir de cette approche-là, soit après, il est aussi possible de passer par l'outil Airwin Simulation, donc la soufflerie numérique, pour pouvoir directement donc là venir charger avec des charges qui seraient obtenues à partir de la simulation de soufflerie numérique, donc de Airwin Simulation. Donc là, je vais pas charger, hein, on sait comment charger. Je passerai juste après sur un modèle où j'ai déjà défini les charges. Et enfin, pour la partie imperfection, ici, on va pouvoir définir ici les imperfections. Donc pour cela, on peut venir sélectionner les arcs. Et ici, on a les options de chargement pour les imperfections. Donc là, ici, je vais juste définir une imperfection ici, en arc, de 500. Dans la direction Y ici, en local, par rapport à l'axe des barres. Et donc, on va avoir ce type d'imperfection-là. Alors, au niveau de ce type de structure-là, il faut en principe, du coup, réaliser une analyse au second ordre, ce qu'on va voir juste après, et prendre en compte les imperfections
au niveau des arcs. Donc là, j'ai fait une imperfection hors plan. Il y a également des cas d'imperfection qui seront à considérer dans le plan de l'arc. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais vous montrer donc pour la partie combinaison et charge, combinaison de charge et expression. Donc là, on avait défini nos cas de charge. Je retrouve ensuite les actions, les expressions de combinaison. Donc là, j'ai les expressions de combinaison ELU et ELS. Ces expressions, elles sont générées selon l'Eurocode 5 ici, ce qu'on peut voir là. Si je veux l'info, je peux cliquer ici sur le point info pour avoir l'expression de combinaison. Sur les quasi permanentes, je vais retrouver notamment la prise en compte du CADEF pour la prise en compte du fluage. Ici, les expressions de combinaison, on va donc par défaut, normalement, elles sont en second ordre au niveau de l'analyse, ici. Ici, nous, on va juste sélectionner les ELS qu'on va garder en analyse géométriquement linéaire. Et ensuite, au niveau des imperfections, donc on avait défini un cas de charge d'imperfection. Et notre cas de charge d'imperfection, il va être actif uniquement sur les ELU. Donc là, le cas de charge d'imperfection, on peut venir l'activer ici. Donc là, je retrouve le cas de charge d'imperfection. J'ai également des options hein, si je souhaite notamment par exemple créer des règles de combinaison au niveau des imperfections, que je considère une imperfection uniquement si j'ai d'autres actions spécifiques, je pourrais les définir ici. Donc voilà, et ensuite au niveau de ces imperfections-là, on ne les active pas aux ELS. On les prend en compte juste aux ELU, c'est pour ça qu'on a l'option différemment pour chaque expression de combinaison qui est cochée également. Ensuite, on peut passer aux combinaisons d'actions. Donc là, c'est un résumé des combinaisons en fonction des types d'actions. Et ensuite, on retrouve les combinaisons de charge, ELU et ELS, ici. Au passage, donc là, hop. Ici, quand on sélectionne les ELU au second ordre et qu'on regarde les combinaisons de charge, donc les combinaisons de charge qui sont générées de façon automatique en analyse du second ordre, pour les ELU, on voit également qu'il y a la prise en compte d'une modification de rigidité par le gamma M. Donc là-dessus, sur la partie bois, ce sera un point à savoir. Hein. Au second ordre, le gamma M est activé dans le calcul global ici. Et en analyse géométriquement linéaire, il est désactivé. Et il est activé juste pour les ELU. Hein. Le LS, aux ELS, il ne sera pas actif. Et ensuite, on a les combinaisons de résultats qui regroupent donc là les combinaisons enveloppe, max-min pour les ELU et les ELS. Ok. Donc là, je vais juste passer sur mon deuxième exemple où là, j'ai effectivement défini mes charges hop, de toiture. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était, voilà, j'ai mis longitudinal, donc c'était dans la direction moins Y. Donc on peut le voir ici. Donc là, j'ai défini directement les charges ici. Donc là, j'ai des charges qui varient, hein, et c'est des charges qui sont calculées selon une charge de toiture à deux pans. Et au passage, on peut également voir ici, j'ai défini mes charges devant également sur les pignons. Donc, que ça soit pour le cas devant perpendiculaire au pan ou le second perpendiculaire au pignon. Ok. Et ensuite, un autre point important à savoir, c'est dans les paramètres de calcul ici. Ici, on a fait un modèle avec des critères de non-linéarité sur des barres. Donc, notamment ici des barres qui fonctionnent uniquement en traction. Donc là, quand on vient dans les paramètres de calcul, on peut voir une partie de non-linéarité ici qui est actif pour des barres selon le type de barre qui correspondent aux barres de type traction. Et également ici, on peut venir activer des réactivations de barres défaillantes. Donc par exemple ici, la gestion exceptionnelle qui par défaut n'est pas active, on peut venir l'activer pour par exemple demander à ce que lorsqu'il y a des barres défaillantes, elles soient enlevées de façon individuelle pendant les itérations successives. Donc ça permet d'éviter que toute
les barres qui seraient en échec soient désactivées dès la première étape. Et ça permet également sur certains cas, de réduire les risques d'instabilité des modèles liés à des non-linéarités. Ok, ok. Donc voilà. Donc là, au niveau de ce modèle-là, j'ai déjà des résultats disponibles. J'ai déjà lancé les calculs de descente de charge globale. Donc là, par exemple, ici, on peut regarder les résultats de déformation, par exemple, sous charge de poids propre. Donc là, je les ai affichés avec une déformation avec les sections colorées ici. Donc là, je peux voir les différentes déformations sous cas de charge individuelle. Neige ici, les cas de charge devant également. Donc après, je peux augmenter l'intensité de la déformation. Là, c'est juste pour un rendu visuel, hein. On augmente l'intensité de déformation ici. Et à partir de ça, on va pouvoir ensuite des calculs, effectuer les vérifications Eurocode. Donc là, j'ai tout ce qui est calcul de descente de charge. Donc là, si je regarde au niveau d'une combinaison ici, donc je vais juste alléger l'affichage du modèle en masquant les charges et je peux regarder les efforts internes dans les éléments du modèle. Donc les efforts internes, donc je peux regarder les résultats. Ici, les efforts normaux, les efforts tranchants, les moments de flexion. Donc là, je peux consulter les efforts internes dans RFEM, également dans les tableaux de résultats. Ici, avec les résumés, les réactions, les forces d'appui au nœud. Donc ici, au nœud d'appui. Les efforts internes, je peux également consulter les efforts internes dans les barres. Donc tout ça, je retrouve les données dans les tableaux. Et ensuite, pour la partie justification, vérification, on va passer dans le module RF Timber Pro. Donc là, je vais chercher le module RF Timber Pro. Et dans le module, ici, je peux créer plusieurs cas de vérification si jamais je souhaite dissocier la vérification des poteaux, des arcs, des éléments ici de maintien entre arcs. Là, dans mon cas, je vais faire simple. Je vais tout sélectionner dans un même catch d'études, ici. Donc, toutes les barres sont sélectionnées. Je vais venir sélectionner l'Eurocode, la norme NF, l'annexe NF. Et puis, je vais venir sélectionner ici les combinaisons de résultats, ELU. Donc, je peux sélectionner les combinaisons de résultats ou bien les combinaisons individuelles, hein, les combinaisons de charges. Donc là, je sélectionne les ELS. Pour les ELS, je peux préciser ici donc les cas, hein, donc là sur le LS caractéristique, et sur le quasi permanent également je peux préciser si ça s'agit du W-inst, du WNet ou du WFin. WNetFin ou WFin. Ok. Ici, et au passage aussi, on peut aussi sélectionner des cas de charge ou des combinaisons pour des vérifications de résistance au feu. Ok. Avant d'aller plus loin, on va regarder par rapport à des paramètres. Donc notamment, on a accès à des paramètres de l'annexe nationale. Ici, on retrouve les critères par rapport au gamma M, au K-mode. On retrouve des paramètres spécifiques en fonction des différentes vérifications, hein, sur le cisaillement, la torsion. Donc là, on retrouve les références aux parties de l'Eurocode 5. Ensuite, un point qui pourrait être intéressant là sur des poutres en lamelé collé ou même des poutres en bois massif, ça va être ici la possibilité de prendre en compte l'augmentation de la résistance, ici, en fonction de la hauteur. Donc là, on a une hauteur qui est inférieure à 600 mm ou une largeur inférieure à 600 mm, donc pour de la flexion ou de la traction, on pourra venir prendre en compte cette partie-là, donc la partie 3.3, le paragraphe 3 de cette partie au niveau de l'Eurocode 5. Ici, on retrouve les critères de limite de flèche qui sont accessibles ici. Les critères de facteurs pour les vérifications au feu. Et ici, les références des normes utilisées. OK. Et dernier point, dans détail, ici, on va pouvoir venir modifier aussi certains points.
Là, dans la partie résistance, je vais rien changer. Juste dans la partie stabilité, ici, on est sur une analyse au second ordre du modèle. Donc là, on va activer l'option ici d'analyse de contrainte stabilité selon la théorie du second ordre. Et là, il est précisé, hein, la définition des imperfections de RFM est requise. Donc l'analyse de second ordre, ça implique qu'on prenne en compte ces imperfections-là. Ce passage, là, dans le modèle RFM, on a défini les imperfections manuellement. Après, on peut aussi passer par le module RF Stability qui permet de calculer les modes de flambement, les modes d'instabilité, et également RF Imp qui, à partir des calculs de RF Stability, permet de générer pour chaque barre les imperfections qui correspondent à l'analyse de RF Stability. Donc voilà. Ensuite, sur l'onglet état limite de service, on va rien changer. C'est pour les critères pour le calcul des flèches sur la méthode dont elles sont calculées. Résistance au feu, voilà, on ne change pas. Et ensuite, ici, on a d'autres paramètres, notamment si vous souhaitez utiliser les fonctions d'optimisation de section, on a possibilité d'utiliser ce critère-là pour les rapports de vérification max disponibles. Donc là, c'est bien précisé hein, pour les optimisations. Donc là, par exemple, je peux préciser que je veux une optimisation avec un taux max qui va approcher des 80%, par exemple. Donc ça, on peut venir régler ce paramètre-là ici. Ok. Ensuite, on passe sur la partie matériaux. Donc là, on retrouve les deux matériaux qu'on a définis dans le modèle. Bien sûr, la partie acier est en rouge vu qu'on est sur un module dédié aux vérifications bois. Donc c'est pour préciser que ce n'est pas vérifiable dans le module. Ici sur la partie bois, je retrouve les réglages, les propriétés du matériau. Ensuite, ici, on va retrouver les informations par rapport aux sections du modèle. Donc là, ici, on a les différentes sections qui vont être vérifiées. Et ici, je vais retrouver la possibilité de réglage sur l'optimisation. Donc là, en fonction de si j'active ici une optimisation de section, le calcul d'optimisation va se faire selon l'eurocode, selon la vérification pour les ELU. Et là-dessus, il va essayer d'optimiser afin d'obtenir là le critère max qu'on a là imposé à 0,8, donc 80% au niveau du taux de travail. Donc là, vous pouvez régler le taux de travail et il va servir lorsque vous allez utiliser les optimisations de section. Et là, vous pouvez lancer les optimisations sur plusieurs sections hein, en même temps et régler si vous souhaitez optimiser juste la largeur, la hauteur ou les deux, et également demander si vous souhaitez garder une certaine proportion par rapport à la section initiale, vous pouvez aussi cocher cette option pour garder les proportions. Ensuite, on passe sur la partie classe de durée de charge et classe de service. Donc là, au niveau de cette partie-là, on va retrouver les différentes classes de durée de charge qui sont définies pour toutes les combinaisons ici. Et ici, on va avoir la possibilité de venir modifier la partie classe de service pour la justification aux ELU. Donc là, dans le modèle global, on était sur une classe de service 1. Donc là, moi, je vais le laisser tel quel à 1. Mais par exemple, si je souhaite, pour justifier aux ELU, je sais pas, moi, j'ai une partie qui serait en extérieur et que du coup, j'ai certaines barres qui sont plus en classe de service 1, mais qui seraient en classe de service 2 ou 3, bah là, je pourrais du coup venir dire, bah, telle barre, ici par exemple, elle sera prise en compte en classe de service 3 au niveau des justifications ELU. Voilà, donc là, moi, je reste tout en classe de service 1. Ensuite, on va pouvoir gérer les parties longueur efficace pour les barres. Donc là, ça va être sur les critères pour l'analyse de stabilité. Donc là, au niveau de l'analyse de stabilité, ici, ce qu'on va contrôler, donc là, on peut voir pour ceux qui connaissent déjà le module, l'interface ici est légèrement différente par rapport à lorsqu'on fait une analyse de stabilité avec la méthode d'analyse géométriquement linéaire. On a moins d'options. Puisqu'on là on est sur une analyse au second ordre. Et ici, donc là pour les critères de déversement, on va nous s'intéresser uniquement sur les poteaux. Là, ces éléments
les éléments ici. Donc si je les sélectionne ici, bah, je peux voir les barres qui sont sélectionnées. Hop, voilà, ces éléments entre arcs, là on va estimer qu'on ne va pas les justifier au niveau de l'analyse de stabilité. Donc là on va pouvoir les désactiver. Donc pour ça je peux juste utiliser les fonctions de groupe ici. Je vais venir sélectionner toutes les barres de 120 ici. 120 par 120, je les sélectionne. Hop, j'annule la visibilité. Je reviens sur la visibilité globale. Je valide. Et puis là, je vais les désactiver pour ces éléments-là. Et au passage, ici, on peut voir qu'au niveau des arcs, on a un message qui nous indique que l'analyse de stabilité n'est pas permise pour ces types de barres. Donc en effet, au niveau de l'Eurocode 5, c'est une partie qui est un peu floue au niveau de cette partie analyse de stabilité sur dès qu'on a des formes courbes. Donc là-dessus, il y a des possibilités d'analyse, d'autres approches qui seront possibles. Mais là, directement sur les arcs, ce ne sera pas possible avec RF Timber Pro. Mais après, il y a possibilité peut-être de passer effectivement par des arcs avec des éléments droits, donc un arc discrétisé en éléments droits, ou après vous retrouverez également des informations, il y a des articles techniques qui existent et de la documentation sur le net qui existe, qui donne des informations sur des méthodes pour calculer et approcher les analyses de stabilité sur ces types de poutres en arc. Et donc là ici on a que les, euh, les poteaux qui sont actifs pour l'analyse de stabilité. Ok. Et ensuite, pour les barres courbes, en revanche, ici, au niveau du module, on va pouvoir demander d'effectuer les vérifications spécifiques selon l'Eurocode 5 sur les vérifications de résistance sur ces poutres, donc sur ces barres courbes. Donc là, nous, on va les activer. Ici, on va pouvoir régler l'épaisseur des lamelles qui forment les poutres lamelées collées. Et ici, on va pouvoir venir activer les vérifications. Donc là, au niveau des vérifications, je les active pour mes 6 arcs. Et ici, on peut notamment, si on souhaite, modifier manuellement la longueur de l'arc, modifier le volume que représente cette partie pour la vérification en traction perpendiculaire. Et là, on retrouve les coefficients qui sont déjà calculés pour le K-vol, et on peut effectivement venir choisir ici la valeur de K10. Alors là, K10, en principe, pour des poutres courbes, il vaudra 1,4. Donc là, je laisse 1,4. Et après, je peux modifier également K-vol ici. Donc là, par rapport aux vérifications sur cette partie-là, on va les voir juste après, qui seront liées à cette partie-là. Et ensuite, on peut venir sélectionner pour l'analyse, la vérification ELS, sélectionner les barres qu'on souhaite contrôler. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné les arcs du modèle. Hop, donc je vais directement isoler les arcs, je les sélectionne. Ok, ils sont tous là. Si je souhaite préciser une vérification juste sur l'axe Z, je peux le faire. Donc après, je peux directement faire F8 ici. Si je veux prendre une contre-flèche, ce serait possible. Et si je veux modifier également la longueur, donc là c'est la longueur de l'arc, si je veux modifier la longueur de référence pour le contrôle de flèche, je peux également le faire. Donc là en activant l'option manuellement, et pourquoi pas en venant du coup mesurer directement la distance entre appuis. Ok, pour cette partie-là. Et dernière partie, avant de lancer la vérification, on a dans une option ici avec des paramètres. Ici, on peut par exemple, dans ces paramètres, prendre en compte des entailles. Donc, on peut prendre en compte définir des entailles sur certaines barres pour pouvoir prendre en compte cette réduction de section et la justifier. Ou bien après, on peut également prendre en compte aussi une réduction des efforts tranchants. Donc ça, c'est des paramètres qui peuvent être utiles et qui sont disponibles ici dans le module. Ok, et maintenant on va pouvoir lancer le calcul. Alors le calcul sera assez rapide sur le module RF Timber Pro, il est fini. Donc ici on a plusieurs vérifications qui sont effectuées. Là j'ai le résumé pour chaque cas de charge, chaque combinaison.
Là, je peux afficher les vérifications par section. Donc là, il va m'afficher ici, par exemple, sur mes arcs, qui sont les poutres de 140 par 440 au niveau de la section. Ici, on peut voir les premières vérifications, qui sont les vérifications, on va dire, de base hein, pour les poutres bois, donc en traction. Si je regarde ici, au passage, quand je passe, alors je vais juste hop, changer peut-être l'affichage des résultats. Hop, je le désactive. Ici, hop. Donc ici, on va mettre ça là. Ici, quand on regarde les résultats, donc quand je passe ici, ça m'indique aussi à quel niveau, au niveau du modèle, se trouvent les résultats calculés. Donc là, je retrouve une vérification en traction parallèle au fil ici. Une vérification en compression max là qui est au niveau d'une zone d'appui, donc ce qui semble normal. Une vérification au niveau du cisaillement aussi. Donc vérification au niveau de l'effort tranchant VY et VZ qui sont effectués. Vérification en torsion. Et ensuite, on a des parties dédiées, spécifiées qui sont pour les poutres courbes, poutres courbées ici. Donc là, on a les vérifications en flexion, que ce soit de la flexion simple ou flexion combinée, et également les vérifications pour de la flexion simple et également avec des efforts de compression. Donc là, on a différents points qui sont contrôlés. Donc je vais juste vous montrer effectivement à quoi cela correspond. Et après, si on regarde au niveau des détails, ici, on retrouve les détails de calcul avec les références aux différentes parties de l'eurocode. Et dans la partie détail, ici, des tableaux, on retrouve les équations avec les formules, les références de formules, d'équations ou de tableaux. Donc là, par exemple, là, spécifique aux poutres en arc, ici, on a le KL qui est calculé avec les différentes valeurs intermédiaires pour le KL. Le KR ici qui dépend du rayon de l'arc. Ici, on a les différentes vérifications effectuées. Si je passe sur la vérification ici, selon les parties, donc flexion et éventuellement compression aussi. Ici, on va avoir les différents points aussi qui sont contrôlés. Avec ici, on a aussi des informations, hein. Ici, on a un contrôle de vérification qui est effectué sur le bord externe et interne de l'arc. Donc là, on a différentes vérifications qui sont effectuées. Donc par rapport aux vérifications ici spécifiques à l'Eurocode 5, on va avoir une première partie donc sur tout ce qui est vérification de contraintes en flexion. C'est par rapport à donc dans l'Eurocode 5, c'est les contraintes dans les zones de fêtage, hein, puisque c'est les vérifications qui sont valables pour des poutres courbes ou aussi des poutres à inertie variable, donc qui seront pris en compte ici. Donc là, on a les vérifications de contraintes, de flexion, avec ici la formule. Comme on l'a vu dans le module, il y avait KL avec également le calcul des différents paramètres de ce coefficient. On avait vu le KR donc, qui vaut 1 ici, vu que au niveau du critère par rapport au rayon, on respecte ce critère ici. Et ensuite, on a une deuxième partie de vérification qui est la vérification des contraintes de traction perpendiculaire au fil. Et également la combinaison contrainte de traction perpendiculaire au fil et cisaillement qui sont contrôlées. Donc là, on a les différentes équations qui sont vérifiées et à vérifier selon l'Eurocode ici. Et on retrouve ici les différents paramètres, avec notamment ici pour les poutres en lame collé et les poutres courbes. Donc la formule pour le calcul de K-vol, donc on a vu qui était disponible et qui était calculé quand on était dans la partie paramètres sur la vérification des poutres courbes, et la valeur 1,4 pour K10, donc qui est également disponible. Donc je reviens une dernière fois sur le module ici. Et donc là, j'ai les différentes vérifications effectuées.
Et donc là, je retrouve notamment ici, je vous l'avais pas montré, mais là, la vérification de contrainte, donc pour la traction perpendiculaire au fil et cisaillement, ici. Là, on retrouve donc là le KP qui était indiqué dans le slide précédent. Donc voilà. Donc là, on a vu la partie ULU, mais bien sûr, on a aussi la partie ELS qui est contrôlée ici. Donc après, je peux rapidement isoler juste les ELU ici avec les petits icônes. Pour voir rapidement juste les résultats ELU. Donc là, on voit qu'aux ELU, on a un taux de travail max de 45%. Donc là, on pourrait travailler avec l'optimisation. Hein, il y a peut-être optimisé. Et puis après, ici, aux ELS, on peut voir aussi les résultats ELS sur les poutres, donc les arcs ici. OK. Et maintenant, sur RFEM, ces résultats, on peut afficher les ratios, les taux de travail sur le modèle directement. Donc là-dessus, je peux passer sur les valeurs de résultats de RF Timber Pro. Et ici, isoler les vérifications ELU sur la vérification de résistance en section. Donc là, par exemple, si j'isole les arcs, ici, ça me permet d'afficher ici, et puis à partir de ça, d'afficher les taux de travail max pour les ELU, le résumé. Je peux également afficher, donc là dans le cas où on a l'analyse de stabilité sur les poteaux, je pourrais afficher l'analyse de stabilité. Et puis ensuite également la partie vérification ELS, que je peux afficher les taux également sur cette partie-là. Donc voilà. Donc voilà pour la partie RFM. Et après, bien sûr, comme on l'a vu dans d'autres webinaires, on peut ensuite poursuivre l'étude et ensuite partir sur la partie note de calcul pour rédiger la note de calcul au niveau du modèle. Hop. Donc voilà, voilà pour ce webinaire et puis pour cette partie sur la vérification pour les poutres courbes. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet, donc sur delubal.fr. Vous pourrez retrouver sur le site des articles techniques. Également, vous retrouverez aussi notre base de FAQ. Vous pourrez retrouver donc plusieurs informations dans cette partie-là. Vous avez également accès sur le site au webinaire, à différents webinaires, que ce soit sur la partie bois, sur la partie notes de calcul, sur la partie acier. On aura différents webinaires disponibles. Et vous avez également sur le site une base de données de modèles que vous pouvez télécharger pour voir un peu des exemples qui ont été réalisés. Je vous invite également donc à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Vous pouvez également vous inscrire à nos newsletters, ce qui vous permettra de recevoir chaque mois des informations sur des nouveautés ou sur des articles techniques ou sur nos prochains événements. Vous pouvez également, si vous avez des questions, nous envoyer vos questions à info@delubal.fr. Donc on pourra y répondre, ou bien vous pouvez directement nous contacter au numéro qui est indiqué donc là sur votre écran. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.